Quel genre de personne êtes-vous? Avez-vous plus tendance à prendre un assemblage de Lego déjà fait et à le défaire pour comprendre comment il était fait? Ou êtes-vous plutôt du genre à prendre des Lego dans une pile et à essayer de les assembler pour faire quelque chose qui ressemble au résultat final? Je vous présente Jacqueline, ma Lego Dino. Peu importe votre méthode préférée, vous bénéficiez d'un grand luxe, et je ne parle pas de celui d'avoir accès à des Lego, mais celui d'avoir le choix de la méthode. Jusqu'à très récemment dans le monde de la biologie, il n'existait qu'une seule approche, celui de prendre un organisme déjà vivant comme Jacqueline et de l'étudier, voire même de le couper en morceaux pour étudier chacune des parties ou tenter de comprendre son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la méthode descendante ou encore top-down. On commence par regarder l'ensemble et on se plonge ensuite dans toutes les sous-couches du vivant. Cette méthode était privilégiée simplement parce qu'il n'était pas possible de faire autrement. Mais depuis une dizaine d'années, la concordance de plusieurs travaux majeurs permet de commencer à avoir une approche ascendante, une approche bottom-up. Aujourd'hui, on crée du vivant à partir de ces briques essentielles. Et c'est probablement l'avenir de la biologie. Je suis ici au centre INSERM C3M, associé à l'Université Côte d'Azur à Nice, pour rencontrer les chercheurs avec qui je collabore pour cette vidéo. Voici l'objet de leur recherche, ce petit point minuscule. Ce petit point est le résultat des balbutiements de la méthode ascendante, celle où on tente de reconstruire du vivant. Et ici, les chercheurs ont fabriqué ce que l'on appelle un organoïde. Certains envisagent que ce petit machin puisse un jour répondre à la pénurie d'organes, ou bien puisse régénérer nos organes endommagés, ou encore permettre la médecine personnalisée, ou encore permettre plus de recherches fondamentales comme étudier la formation des organes ou encore le développement des maladies. Mais je vous l'accorde, vu comme ça, ce n'est pas très impressionnant et on peut se dire que les promesses sont un peu exagérées. Certaines le sont, en effet, et pour savoir lesquelles de ces promesses est d'actualité, il faut comprendre ce que l'on voit. Et là, clairement, nos yeux nous limitent. Ils ne rendent absolument pas justice à la complexité biologique de ce petit machin. Dès que l'on utilise une combinaison de techniques de microscopie, on s'aperçoit de la complexité réelle de cette chose qui paraissait complètement insignifiante. Cet amas de cellules tridimensionnelles correspond à tous les différents types de cellules que l'on peut retrouver dans une prostate. Attention, un organoïde n'est cependant pas un mini-organe, dans le sens où il ne possède pas l'ensemble des fonctions d'un organe. Un organoïde de poumon ne possède pas de fonction respiratoire alors qu'il est constitué des mêmes cellules, dans les mêmes proportions et dans la même configuration que celle d'un poumon, mais à un stade de formation immature. L'organoïde ne se développe jamais jusqu'à maturité complète parce qu'il aurait besoin de la présence du reste du corps pour être chimiquement poussé jusqu'à sa formation complète. Et ça, on ne sait pas encore le faire en laboratoire. Du moins aujourd'hui, en 2020 quand je tourne cette vidéo. Mais clairement, l'objectif de la plupart des recherches dans le domaine, c'est d'obtenir un organoïde à implanter dans un organe défectueux afin de le régénérer. Alors, c'est impossible de produire quand ce sera possible. J'espère le voir de mon vivant. Alors là, on a pris la prostate et le poumon comme exemple, mais on sait aussi faire des organoïdes de cerveau, de rein, de cœur, de pancréas, de côlon, etc. Petite parenthèse, ce dont je vous parle en ce moment, ça n'a rien à voir avec une culture cellulaire classique. Vous savez, quand on fait pousser des cellules à plat dans une boîte de pétri. Ça existe depuis des décennies, mais ça utilise des cellules de tissu qui ont été altérées de façon à ce qu'elles se divisent indéfiniment. Ce qui n'est absolument pas le cas dans notre corps. Nous, le nombre de divisions de nos cellules est limité. Et là, rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Si la division cellulaire ne cesse jamais dans une culture cellulaire, ça veut dire que la toute première culture, qui date du début des années 60, existerait encore. Et elle existe encore. Elle s'appelle Ella, en hommage à celle à qui les cellules appartenaient, Henrietta Lacks. Même si on utilise de vieilles cultures cellulaires ou que l'on en crée de nouvelles très régulièrement en laboratoire, cela reste des cellules génériques qui ne sont pas adaptées à chaque patient et surtout qui n'ont plus les mêmes propriétés que nos cellules à nous. Alors les cultures cellulaires ont été une avancée très importante dans le développement de la biologie, mais elles ne représentent pas la vie de nos cellules dans notre corps. C'est limité. L'organoïde, lui, il est tridimensionnel, il se construit grâce à des cellules souches, à nos cellules souches, qui décident d'elles-mêmes de leur devenir,
et elles n'ont pas été altérées. Au final, ça donne un organoïde qui est représentatif de la vie dans notre corps. Alors certes, ça se ressemble beaucoup à l'œil nu, mais en termes de fonctionnalité et de complexité biologique, ce sont deux mondes complètement différents. Fin de la parenthèse. Alors, si on ne peut pas envisager de fabriquer un organe complet de cette façon pour l'instant, c'est quoi l'intérêt d'un organoïde? Le premier, c'est la médecine personnalisée. Et là, il faut bien comprendre que l'organoïde fabriqué est celui d'une personne en particulier, puisqu'il est construit à partir des cellules souches d'une personne. Ces cellules sont donc porteuses de notre ADN qui est unique. Donc un organoïde fabriqué avec mes cellules souches sera génétiquement différent de n'importe quel autre organoïde. Et donc, puisque ce prototype d'organe est construit avec nos spécificités à nous, et si nous sommes porteurs d'une maladie, l'organoïde le sera également. Cela ouvre alors la porte à faire de la médecine personnalisée. Ça veut dire qu'on peut tester des médicaments sur ce prototype sans toucher au patient. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui. Je vous présente Fabien. Il est atteint d'une forme rare de la mucoviscidose et il se trouve que les médicaments classiques ne fonctionnaient pas sur lui et son état commençait à se dégrader. Des chercheurs de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, se sont penchés sur son cas en 2015. Ils ont récupéré des cellules de son côlon, ils les ont modifiées afin de les faire revenir à leur état de cellules souches, ce qui est d'ailleurs une technique qui date des années 2000, et ils ont fait grandir un organoïde d'intestin à partir de ces cellules-là. Et sur cet organoïde d'à peine quelques millimètres, ils ont pu tester d'autres médicaments. Et ils en ont trouvé un qu'il lui fallait pour lui. Une fois qu'il a ingéré cette fameuse pilule, les effets ont été immédiats. Et tant et aussi longtemps qu'il prend ce médicament, c'est comme s'il n'était pas atteint de la maladie. Fabien était le premier et depuis, d'autres patients ont bénéficié de cette technique, mais pour autant, ce n'est pas du tout quelque chose de répandu dans le monde. C'est une histoire vraie, absolument incroyable et qui sert d'ailleurs de vitrine promotionnelle au développement des organoïdes, mais c'est aussi un cas particulier. La mucoviscidose atteint des zones de l'organe qui sont déjà présentes et fonctionnelles à l'état d'organoïde. Et ça, c'est pas courant du tout. La plupart des maladies nécessitent que l'organe soit fonctionnel, et probablement aussi dans l'environnement qu'est le corps humain. C'est donc une belle histoire, mais difficilement réplicable à d'autres maladies aujourd'hui. Le second grand intérêt des organoïdes est beaucoup plus fondamental et moins pratico-pratique, si je puis dire. Aujourd'hui, on a une recette pour fabriquer un organoïde. On extrait des cellules de l'organe, on les fait revenir à l'état de cellules souches, on les met dans un milieu qui est une espèce de soupe remplie de nutriments et des facteurs de croissance pour permettre le développement de l'organoïde, c'est un engrais quoi. Et puis pouf, d'elles-mêmes, quelques temps plus tard, les cellules souches forment un organoïde. Mais ce n'est pas parce qu'on a une recette qu'on la comprend. La première fois que quelqu'un a monté des blancs en neige et y a ajouté du chocolat, la mousse résultante était très bonne et on pouvait la reproduire, mais ce n'est pas pour autant que l'inventeur de la mousse comprenait ce qui se passe réellement, chimiquement, pour faire cette gourmandise. Alors vous pourriez me dire qu'on s'en fout du moment que c'est bon. Alors certes, c'est peut-être vrai pour la mousse au chocolat, et encore, mais il y a un réel intérêt à pousser la compréhension pour les organoïdes. Toutes les promesses qu'on a listées au début ne verront jamais le jour si on ne comprend pas comment cette recette fonctionne. La compréhension est la clé de la création. Quand on sait comment emboîter deux Lego ensemble, il devient facile de créer un assemblage. Comprendre comment un organoïde se forme, c'est tout l'objet des recherches réalisées au centre INSERM C3M, associé à l'université Côte d'Azur à Nice. Eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de manipuler le génome des cellules souches utilisées pour fabriquer des organoïdes. Ensuite, en gardant le reste de la recette identique, ils observent si les cellules souches gardent leur identité ou se transforment. Si elles ne changent pas, c'est que ce qu'ils ont modifié dans le génome n'avait pas d'impact sur le devenir de la cellule. Sinon, c'est qu'ils ont trouvé une partie du génome qui code le devenir de la cellule. Et cette partie codante de l'ADN serait donc potentiellement manipulable pour arriver à fabriquer un autre type de cellule, par exemple. À partir du moment où on comprend comment la recette fonctionne, on peut envisager de l'améliorer, de la changer, de la modifier, de la contrôler, et c'est seulement avec l'acquisition d'une multitude de connaissances fondamentales que l'on pourra un jour les rassembler pour arriver à créer du vivant et remplir les promesses annoncées de la fin de la pénurie d'organes, de la régénération de ceux-ci et de la médecine personnalisée. La recherche appliquée, celle qui traite des maladies de façon concrète comme l'exemple de la mucoviscidose, est souvent la seule dont on entend parler. Pourtant, elle se bâtit sur des décennies et des décennies de recherche fondamentale, et en réalité, ces deux types de recherche fondamentale et appliquée s'entremêlent et s'incitent l'une l'autre.
Et c'est comme ça que la connaissance de notre monde, au sens large, avance. Donc si on récapépète depuis le début, les organoïdes, ces prototypes d'organes, représentent une nouvelle branche de la biologie, celle qui s'intéresse à fabriquer du vivant, à avoir une approche bottom-up. Traditionnellement, on étudiait un organisme déjà vivant et on avait une approche top-down, et c'est fondamentalement différent. Aujourd'hui, les biologistes ont les moyens de devenir les architectes de la vie. C'est vertigineux, et ça soulève aussi beaucoup de questions éthiques qui sortent du cadre de cette vidéo. On ne sait pas où ça va nous mener, mais je pense qu'on peut tous être d'accord sur un point, c'est fascinant. Je vous propose d'aller plus loin sur ce sujet avec Stéphane, avec qui je me suis entretenue pour parler des organoïdes et de la biologie de synthèse au sens large, qui est le nom de la science dont on a parlé dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver cet entretien dans la description ci-dessous et on se retrouve là-bas. Ces vidéos ont été produites pour Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est une plateforme territoriale de diffusion et de partage des savoirs. Merci à eux de m'avoir fait confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye!